Alors que je mettais la table pour le réveillon de Noël, mon père a filmé une vidéo de moi et l'a postée sur Facebook avec la légende « Regardez cette ratée. Elle a toujours été notre bonne. » Mes frères et sœurs ont ri. Je me suis fâchée et je suis partie. Le lendemain, ma sœur a écrit « Pourquoi je ne peux pas retirer 2000 € de ton compte ?» Sans réfléchir, j'ai explosé. Et j'étais là, à mettre la table pour le réveillon de Noël comme je le faisais toujours. Assiette, verre, couvert. C'est comme ça que ça commençait chaque année. Tous les autres se prélassaient comme des invités dans un hôtel tandis que je m'activais dans la cuisine comme le personnel. C'était devenu une telle routine que personne ne me remerciait plus. Je faisais le travail, ils le prenaient pour acquis. Et cette fois, je m'étais dit de rester silencieuse et de juste passer le dîner. Ma sœur était sur le canapé, riant faussement à quelque chose sur son téléphone, et mon frère criait après la télé parce que son équipe perdait. Mon père a ouvert une autre bière avant midi. Ma mère était la seule à vraiment aider, glissant tranquillement la dinde dans le four. Ce fut le dernier réveillon de Noël que je passerais dans cette maison. Je ne le savais pas encore. Je n'ai pas vu mon père tenir son téléphone. Il devait me filmer depuis la salle à manger pendant que j'arrangeais les centres de table. Je ne faisais rien de spécial, juste à aligner les assiettes uniformément comme je le faisais toujours car, Dieu nous garde que quelqu'un d'autre prenne la responsabilité de l'apparence des choses. Je n'ai pas remarqué la vidéo avant que le dîner ne soit déjà sur la table. J'étais assise en face de ma cousine Léa quand elle s'est penchée vers moi et a chuchoté « Tu as vu Facebook ?» Mon téléphone a vibré. Une notification était là. Mon père avait posté un clip de 14 secondes de moi en train de plier des serviettes et d'arranger des fourchettes. La légende disait « Regardez cette ratée. Elle a toujours été notre bonne. » Mon frère avait déjà commenté « Ah, la misère. Elle croit encore qu'elle fait quelque chose d'important. » Ma sœur a répondu « Pas de mensonge, hein. » Larmes de joie, larmes de joie, larmes de joie, il riait à travers la table comme si c'était une blague entre initiés. Comme si je n'étais pas assise juste là. Je n'ai rien dit. Je me suis levée, suis sortie de la salle à manger, j'ai pris mon sac à main et je suis partie. Personne ne m'a suivi. J'ai marché tout droit hors de cette maison et j'ai continué à marcher pendant presque 10 minutes avant d'appeler ma tante Isabelle. Elle a quitté le dîner aussi. Elle a dit qu'elle en avait assez de les regarder me traiter comme de la saleté. Elle est venue me chercher au coin de la rue Gambetta et de la rue du Commerce et m'a conduite chez elle. Cette nuit-là, je me suis allongée sur le lit d'amis, entièrement habillée. Je n'ai pas dormi. J'ai juste fixé le plafond, mon téléphone posé face contre terre à côté de moi. Le truc, quand on est la risée de la famille, c'est que ça n'arrive pas d'un coup. C'est lent. Ça se construit. On laisse passer une chose, puis une autre, et avant qu'on ne s'en rende compte, votre père vous poste en ligne comme une blague, et vos frères et sœurs s'y mettent comme si c'était leur travail à temps partiel. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'économisais tranquillement, travaillant plus de 50 heures par semaine, ne sortant pas, n'achetant pas de nouveaux vêtements, sautant les vacances, laissant ma sœur emprunter de l'argent sans jamais le rembourser. J'avais mis de côté plus de 21 000 €. Ils pensaient que j'étais bête, fauchée, faible. Cette illusion s'est brisée le lendemain matin. À 8h12, ma sœur m'a envoyé un SMS. Pas, tu vas bien, où es-tu? Juste, pourquoi je ne peux pas retirer 2000 € de ton compte? Elle voulait dire de mon compte. Je l'ai appelé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit les choses clairement. Le compte joint était fermé et tout avait été transféré. Elle a pété un câble. Elle a envoyé 6 messages d'affilée me traitant d'égoïste, de manipulatrice, d'aigrie. Elle a dit qu'elle avait besoin de l'argent pour des choses urgentes. Sa définition d'urgent étant des billets de concert et une marque de soins de la peau bidon. Avant midi, mon père m'a envoyé un message, non pas pour s'excuser, non pas pour prendre des nouvelles, juste, tu as toujours été dramatique. Grandis un peu. Et c'est là que j'ai craqué. Il ne savait pas où j'étais. Il pensait que je reviendrais en rampant. Il pensait que c'était juste un autre coup de tête silencieux. Mais ils étaient sur le point d'apprendre quelque chose que j'avais gardé secret pendant des années.
Je n'étais pas juste en colère. J'en avais assez. Le dimanche matin, le silence dans leur maison a dû commencer à sembler étrange. Personne ne cognait des casseroles, pas de pas pressés dans le couloir, personne ne demandait si quelqu'un avait besoin de quelque chose. Je n'étais pas là, et pour la première fois depuis des années, personne ne ramassait les morceaux. Je n'ai répondu à aucun de leurs messages. Ma tante Isabelle a fait des gaufres et du café, et nous sommes restés sur sa terrasse pendant 1 heure sans parler. Elle n'était pas du genre à insister. Elle a juste dit, quoi que tu décides, assure-toi que ce n'est pas par culpabilité. J'ai hoché la tête. Mon téléphone a vibré 5 fois pendant le petit déjeuner. Je ne l'ai pas vérifié une seule fois. Vers midi, j'ai ouvert mon téléphone. Non pas parce que je me souciais de ce qu'ils avaient à dire. J'avais juste besoin de confirmer ce que je soupçonnais déjà. La première chose que j'ai vue était un nouveau chat de groupe avec mes frères et sœurs. Je n'avais jamais demandé à être ajouté, mais il était là. Le premier message était une photo. Les tiroirs de ma chambre arrachés. Mon miroir brisé. Du maquillage écrasé sous les pieds. Des livres par terre comme des ordures. La légende sous la photo de mon frère disait juste « Journée nettoyage ». Puis un deuxième message de lui juste en dessous. Tu aurais dû emporter ta merde avec toi. J'ai figé. J'ai fait défiler et j'ai vu ma sœur intervenir avec « Ne t'inquiète pas, on a gardé tous tes cahiers de merde ». C'est là que j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Je n'avais pas pleuré quand je suis partie. Je n'ai pas pleuré quand mon père a posté cette vidéo. Mais maintenant, assise là sur une terrasse tranquille, tenant un téléphone rempli de preuves que mes propres frères et sœurs, des gens à qui j'avais acheté des gâteaux d'anniversaire, avaient détruit les derniers fragments de mon espace personnel, j'ai senti quelque chose d'aigu s'installer dans mes entrailles. J'ai appelé mon cousin Marc, qui habitait à quelques pâtés de maison de chez mes parents. Il avait toujours été neutre, ne s'impliquait jamais dans les drames, mais je lui faisais plus confiance qu'à quiconque dans cette maison. Je lui ai demandé s'il pouvait passer voir si quelque chose était récupérable. Il n'a même pas hésité. 15 minutes plus tard, il m'a envoyé un SMS avec une photo de mon ordinateur portable, de mon passeport et de quelques documents posés sur le siège avant de sa voiture. C'est tout ce qu'il a pu sauver. Il m'a dit de ne pas revenir, qu'ils avaient fouillé tous les tiroirs, jeté des choses et même ouvert le coffre-fort où je gardais de vieilles lettres et cartes. Il a dit que ma sœur plaisantait sur le fait de brûler mes journaux intimes. Je n'ai pas répondu à cela. Je ne savais pas quoi dire. Cela ne ressemblait pas à des cris. Cette nuit-là, ma mère a appelé. Sa voix était basse. Elle a dit qu'elle ne savait pas qu'ils allaient faire ça. Elle a dit qu'elle avait essayé de les arrêter. Elle a dit que mon père lui avait dit qu'il était temps de donner une leçon à Léa. Elle s'est excusée comme si cela pouvait recoller quoi que ce soit. Je ne lui ai pas crié dessus. Je suis restée silencieuse. Le silence au téléphone était plus lourd que tout ce que j'aurais pu dire. Je l'aimais toujours, mais quelque chose en moi a changé pour toujours. Le lendemain matin, j'ai quitté la maison de ma tante Isabelle et j'ai emménagé chez mon oncle et ma tante de l'autre côté de la ville. C'était plus grand, plus calme, et il y avait une chambre d'amis avec sa propre entrée. Ils n'ont pas demandé de loyer. Mon oncle a juste dit, on s'en occupera plus tard. Pour l'instant, repose-toi. Ce soir-là, pendant le dîner, il m'a demandé si je pensais toujours à prendre un appartement. Je lui ai dit oui. Que j'avais déjà regardé un studio près de l'arrêt de bus. Il a regardé ma tante, puis de nouveau moi et a dit, tu ne vas pas gaspiller ton argent en loyer. Pas encore. Pas tant que tu te reconstruis. Puis, de nulle part, il a dit quelque chose que je n'avais pas vu venir. Tu sais que ton père me doit encore 6 000 €, n'est-ce pas? Je ne savais pas. J'ai cligné des yeux. Il a expliqué comment, il y a des années, lorsque leur toit s'est effondré, mon père l'avait supplié de lui prêter de l'argent. Il avait promis de le rembourser en 6 mois. C'était il y a près de 4 ans. Pas un centime remboursé. J'allais lui rappeler après les fêtes, a dit mon oncle. Mais maintenant, je considère cette dette comme annulée, et pas de la bonne manière. Il s'est versé un autre verre de vin, puis a ajouté, qu'il sente ce que c'est d'être coupé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était plus grand que moi.
Je ne quittais pas seulement une maison toxique. J'avais commencé quelque chose que je n'avais même pas voulu. Mon père, ma sœur, mon frère, ils ne le savaient pas encore, mais ils ne me perdaient pas seulement moi. Ils perdaient les gens autour de moi. Ceux qui étaient restés silencieux trop longtemps. Ceux qu'ils pensaient ne jamais choisir de camp, mais ils avaient choisi. Et maintenant, les camps étaient clairs. Cette semaine entière, j'ai eu l'impression de regarder une maison brûler de loin. Et peu importe combien de fois je me disais de ne pas regarder en arrière, je continuais à chercher de la fumée. Mercredi, ma sœur a envoyé une capture d'écran de sa transaction refusée chez Sephora. 198,36 €. Refusé. Elle a légendé, tu es vraiment si aigri. Puis 5 minutes plus tard, j'avais besoin de ce sérum. Tu es vraiment malade. Le compte joint était fermé. Je lui avais trop donné pendant trop longtemps. Quand nous l'avons ouvert, je m'étais dit que c'était juste pour les urgences. Mais son idée d'urgence était toujours quelque chose de cher et de ridicule. Des vêtements, des abonnements, des dîners qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle n'a jamais proposé de rembourser. Quand j'ai commencé à la questionner, elle est devenue défensive. C'est là que j'ai réalisé qu'elle n'était pas confuse. Elle était capricieuse. Je l'ai bloquée cet après-midi-là. Le jeudi, mon frère s'est joint à la partie. Il a posté une blague sur sa story Instagram avec une capture d'écran de mon profil Facebook et un texte en surimpression. Imaginez gâcher Noël pour une serviette. Puis il m'a envoyé un message directement. Tu en as fait tout un plat. On n'a même rien dit de si méchant. Et un peu plus de caractère. Suivi de « Reviens et parle comme une personne normale ». Une personne normale. Cela venait du même frère qui m'avait fait payer son assurance auto pendant 3 mois pendant qu'il passait ses week-ends à se saouler et à acheter de nouvelles enceintes. Le même frère qui m'avait traité d'ennuyeuse pour ne pas vouloir m'endetter pour m'amuser. Je n'ai pas répondu. J'ai juste déconnecté de tout. Mais mon cousin Marc, celui qui avait sauvé mes documents, m'a envoyé un SMS plus tard dans la nuit avec quelque chose de nouveau. Il a dit que mon père lui avait demandé si je comptais le poursuivre en justice. C'est le mot qu'il a utilisé. Pas « rentrer à la maison », pas « nous parler », pas « comment va-t-elle », juste « poursuivre en justice ». Marc a dit que mon père paniquait un peu parce qu'apparemment, il avait entendu que détruire les biens personnels de quelqu'un, même chez soi, pouvait avoir des conséquences légales, surtout si certains d'entre eux étaient précieux ou irremplaçables. J'ai ri. C'était la première fois que je riais depuis des jours. Non, je ne les poursuivais pas en justice. Pas encore. Probablement jamais. Mais le fait qu'ils s'inquiétaient que j'agisse, c'était nouveau. C'était différent. Et puis la chose la plus inattendue est arrivée. Vendredi matin, j'ai reçu un email. Non pas de mon père, non pas de mes frères et sœurs, mais du patron de mon père. Je l'ai regardé pendant une minute entière avant de l'ouvrir. Il était poli, court, et disait juste qu'il me contactait parce qu'il avait vu la vidéo Facebook, celle que mon père avait postée puis supprimée, mais elle avait déjà été partagée. Il n'a rien dit de dur. Il a juste dit, je voulais prendre de vos nouvelles et savoir si vous alliez bien. C'est tout. Il s'est avéré que quelqu'un dans son bureau avait vu la vidéo avant qu'elle ne soit supprimée et l'avait fait circuler discrètement. Mon père travaille dans une entreprise de construction de taille moyenne, principalement des hommes, pas le genre d'endroit où les ragots se propagent vite, mais celui-ci l'avait fait, et quelqu'un a décidé que cela valait la peine d'être remonté. Je n'ai jamais répondu à l'email, mais savoir qu'il s'était humilié publiquement, que la vidéo destinée à m'humilier pourrait en fait lui coûter quelque chose. C'était une étrange sorte de paix. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin de le combattre. Il faisait un travail parfait pour se détruire lui-même. Ce week-end-là, je suis restée à l'intérieur. Ma tante et mon oncle m'ont donné tout l'espace nécessaire, ne venant que pour me demander si je voulais me joindre au dîner. Je l'ai fait une fois. Nous avons mangé des spaghettis et parlé de rien. C'était agréable, sans incident, mais au fond de moi, je changeais. Je n'attendais plus d'excuses. J'en avais fini de faire semblant que ma famille me verrait un jour différemment. Maintenant, j'avais un seul objectif. Avancer.
Le week-end passa tranquillement, presque trop tranquillement. J'ai commencé à chercher un travail à temps partiel le week-end juste pour occuper mon esprit. Je n'étais pas encore prête à louer mon propre appartement. Mon oncle a insisté pour que je reste jusqu'à ce que je trouve quelque chose de stable, mais j'avais besoin de contrôler quelque chose, n'importe quoi. Lundi matin, mon cousin Marc m'a de nouveau envoyé un SMS. Il était retourné chez mes parents pour rendre un outil qu'il avait emprunté il y a des mois. Et quand il est entré, quelque chose d'étrange s'est passé. Il a dit, mon père était assis à la table de la cuisine en train d'écrire des lettres, de vraies lettres manuscrites. Marc a dit qu'il y en avait au moins 3 déjà empilées, toutes scellées. Quand il a demandé ce que c'était, mon père a dit, juste pour régler quelques affaires en suspens. Marc n'y a pas prêté attention jusqu'à ce qu'il parte et trouve une enveloppe sous son essuie-glace avec mon nom dessus. Il me l'a apportée directement. L'enveloppe était épaisse, trop épaisse pour une seule lettre. Je l'ai regardée longtemps avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient 4 feuilles de papier pliées et 2 photographies, de vraies photos. Une de moi bébé avec ma mère me tenant à la maternité et une autre d'un voyage de camping quand j'avais 11 ans. Mon père avait son bras autour de moi sur celle-là. Nous deux souriant à quelque chose hors champ. J'ai déplié les pages. La première page n'était pas une excuse. C'était une analyse. Des points. Littéralement, tu n'as jamais été facile à comprendre. Tu as toujours agi comme si tu étais meilleur que le reste d'entre nous. Je ne dis pas que nous avions raison, mais tu as rendu facile le fait de t'ignorer. Et puis ceci, ta sœur a des problèmes. Nous le savons tous. Elle utilise les gens. Elle t'a utilisé. Tu l'as laissé faire. Puis la deuxième page a changé de ton. C'est devenu plus étrange. Il a commencé à parler de choses qui n'avaient aucun sens. Il a mentionné un prêt qu'il avait contracté en mon nom il y a 5 ans. Il a dit qu'il avait utilisé mes fesses et avait promis de le rembourser avant que je ne m'en rende compte. Il a dit que c'était petit, pas assez pour que ça compte. Qu'il n'avait pas le choix à l'époque. C'est là que j'ai arrêté de lire. J'ai couru au bureau de mon oncle avec la lettre. Il l'a lue 2 fois, a cherché quelque chose et m'a dit que nous allions immédiatement demander mon relevé de crédit. Quand il s'est affiché, je n'ai pas pu parler. J'ai juste fixé l'écran. Il y avait 2 cartes de crédit que je ne reconnaissais pas. Les 2 ouvertes à mon nom. L'une avait un solde de 2400 €. L'autre était fermée, mais montrait toujours un paiement manqué d'il y a 3 ans. Il l'avait vraiment fait. Il avait utilisé mon nom pour obtenir de l'argent derrière mon dos. Il m'avait volé mon identité et ne me l'avait jamais dit. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis restée assise, tenant cette photo de l'hôpital. Mon oncle s'est levé et est sorti de la pièce. 10 minutes plus tard, je l'ai entendu parler à quelqu'un au téléphone. C'était sérieux. Quand il est revenu, il a dit, « Nous allons le signaler aujourd'hui. Tu ne vas pas laisser passer ça. » Je n'arrivais pas à y croire. Mon propre père avait commis une fraude, pas seulement des manipulations émotionnelles, mais un véritable crime financier. Contre moi, et il avait le culot d'envoyer une lettre comme si c'était une confession tordue. J'ai passé le reste de la journée au téléphone avec les agences de crédit, fermant des comptes, gelant des rapports, mettant en place des alertes de fraude. J'avais l'impression de nettoyer un désordre dont je n'avais même jamais su l'existence. Mais voici où ça est devenu encore plus étrange. Cette nuit-là après le dîner, ma mère a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis elle a envoyé un SMS, « Il y a quelque chose dans ta chambre que tu dois voir. » Je ne les ai pas laissés y toucher. J'ai ignoré ça au début. Je ne faisais confiance à rien de cette maison, mais la curiosité s'est glissée. J'ai de nouveau envoyé un SMS à Marc, lui demandant s'il pouvait vérifier. Il est retourné le lendemain matin, a trouvé une boîte à chaussures sous mon ancien lit avec mon nom écrit au marqueur noir. À l'intérieur se trouvaient des reçus, des cartes de vœux déchirées et des notes, des choses que j'avais écrites quand j'étais plus jeune, y compris une lettre que je m'étais écrite quand j'avais 18 ans. Une lettre stupide remplie d'espoir et de projets. Mais en dessous de tout cela se trouvait quelque chose que je n'attendais pas, un livret de caisse d'épargne. Ma mère avait ouvert un compte à mon nom quand j'avais 14 ans.
Elle y mettait de petites sommes, 50 € ici, 20 € là, et avait économisé plus de 3 000 € sur ce compte au moment où j'ai eu 21 ans. Mais je n'avais jamais vu cet argent. Je n'avais même jamais su l'existence de ce compte. Elle ne me l'avait pas dit parce que mon père l'avait vidé 2 semaines après mes 21 ans. Il pensait que je savais. Il pensait que je l'avais dépensé. Je ne l'avais pas fait. Maintenant, tout prenait sens. Il ne me manquait pas seulement de respect. Il me volait. Il a enterré mon avenir sous des blagues, le contrôle et les mensonges. Et mon frère et ma sœur ? Ils sont restés là à rire, sans jamais se demander comment je pouvais travailler 2 emplois et vivre encore comme si je n'avais rien. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Ils n'étaient pas seulement toxiques. Ils étaient dangereux. Le mardi matin, j'avais tout ce dont j'avais besoin. La preuve des cartes de crédit à mon nom, le livret de caisse vidé, la lettre que mon père avait écrite comme si c'était une entrée de journal intime que personne ne verrait jamais. Mon oncle m'a aidé à tout scanner. Nous avons fait un dossier intitulé « Fraude et vol » et l'avons envoyé à un avocat recommandé par son collègue. Je me suis assise en face de l'avocate et je l'ai laissé feuilleter les documents. Elle était calme, professionnelle. Après 10 minutes, elle a levé les yeux et a dit « Il a commis plusieurs crimes fédéraux. Si vous voulez porter plainte, nous pouvons commencer tout de suite. » Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête. Non pas parce que j'étais prête à envoyer mon père au tribunal. Je n'étais pas sûre de l'être un jour, mais parce que je voulais qu'il sache que je pouvais le faire, que je n'avais plus peur. Le plus étrange, c'est que je ne ressentais même plus de colère à ce moment-là. Pas de la colère hurlante et brûlante. C'était plus calme maintenant, plus froid. Le genre de colère qui se contente de regarder. Le genre qui attend. Cet après-midi-là, quelque chose s'est passé qui a tout bouleversé à nouveau. Ma mère est arrivée. Elle n'a pas appelé d'abord. Elle s'est garée dans une vieille berline que je ne reconnaissais pas et est restée dehors dans l'allée jusqu'à ce que je sorte enfin. Mon oncle a proposé de venir avec moi, mais je lui ai dit de rester. J'avais besoin de voir ce qu'elle avait à dire face à face. Il m'a tendu un sac de courses. À l'intérieur, il y avait un tas de choses aléatoires. Une vieille clé USB, quelques photos de moi enfant, une pile de certificats scolaires, et au fond, quelque chose de lourd, mon journal de lycée, le même que je pensais avoir été jeté. « Je t'ai pris ce que j'ai pu », a-t-elle dit. Il voulait le brûler. J'ai demandé pourquoi elle était même là. Elle n'a pas hésité. Je le quitte. Je l'ai fixé, essayant de décider si je la croyais. Elle n'a pas attendu que je parle. Elle a dit qu'elle avait déjà rencontré un avocat. Elle le planifiait depuis des mois. Elle n'avait juste rien dit à personne. Et puis, sans ciller, elle m'a dit autre chose. Apparemment, pendant des années, mon père avait emprunté de l'argent à des proches en utilisant mon nom, en disant aux gens que j'étais malade, que j'avais besoin d'aide pour mes études, que je traversais une crise personnelle. Ce n'était pas seulement les 6 000 € de mon oncle. Il y avait aussi 4 000 € pour le père de mon cousin. Encore 3 500 € pour ma grand-tante, qui était à la retraite et vivait avec sa petite pension. Il leur avait dit à chacun la même chose, ne le dites pas à Léa. Elle est gênée. Je n'ai même pas pu parler. Elle a sorti son téléphone et m'a montré des captures d'écran des virements bancaires. Ils avaient tous eu lieu sur une période de 6 mois, à la même époque où je travaillais 2 emplois et pouvais à peine me permettre l'essence. J'ai demandé pourquoi elle ne m'avait jamais rien dit. Elle a dit que c'était parce que je l'avais cru trop longtemps. Et puis elle a commencé à pleurer. Je ne l'ai pas consolée. J'en avais envie. Une partie de moi voulait encore ma mère, mais une autre partie de moi ne pouvait pas bouger. Je suis restée là et je l'ai laissée s'effondrer. Puis je me suis retournée et je suis rentrée. Cette nuit-là, au dîner, j'ai tout raconté à mon oncle et ma tante. Mon cousin a écouté en silence. À la fin, il s'est levé et est allé dans sa chambre, est revenu avec une enveloppe. Il y avait 1 500 € en espèces. Il l'a placée devant moi et a dit, on s'est toujours douté que quelque chose n'allait pas. On a mis ça de côté pendant des mois. C'est à toi. Je l'ai regardé longtemps.
Je ne me souvenais même plus de la dernière fois que quelqu'un m'avait donné quelque chose sans rien attendre en retour. Je ne l'ai pas touché cette nuit-là. Je l'ai juste remercié et je suis allée me coucher. Mais je n'ai pas dormi. Au lieu de cela, je suis restée éveillée et j'ai organisé tous les fichiers, les captures d'écran, les rapports de crédit, les photos de ma chambre détruite, tout ce que ma sœur et mon frère m'avaient envoyé par SMS, même le message du patron de mon père me demandant si j'allais bien. J'ai tout mis dans un dossier et j'ai écrit juste 5 mots sur la couverture avec un marqueur. Tu ne me possèdes plus. Le lendemain matin, je suis allée en voiture chez mes parents. Personne n'était dehors. Je suis allée jusqu'à la véranda, j'ai glissé le dossier dans la boîte aux lettres et je suis partie sans frapper. Je n'avais pas l'impression d'avoir gagné. J'avais l'impression d'être enfin sortie d'une prison dont je ne savais pas que j'étais à l'intérieur. Et ils ne me poursuivaient pas parce qu'ils savaient au fond d'eux qu'ils avaient eux-mêmes construit les murs. 2 semaines ont passé. Pas un mot. Pas de SMS de colère, pas de messages vocaux culpabilisants de ma mère, pas de messages désobligeants de ma sœur, juste le silence. Et cela me faisait plus peur que n'importe lequel de leurs chaos habituels parce que le silence signifiait que quelque chose avait changé. Je m'attendais toujours à une explosion, à une diatribe de mon père sur Facebook, à des excuses dramatisées de ma sœur, à un message hypocrite de mon frère, mais il n'y avait rien. Ils avaient disparu comme s'ils s'étaient évanouis du même monde où je me tenais encore. Pendant ces semaines, mon oncle m'a emmené rencontrer l'avocate à nouveau. Nous avons finalisé les documents pour signaler l'usurpation d'identité, ouvert des enquêtes sur les comptes liés à mon nom et signaler le numéro de sécurité sociale. L'avocate m'a posé une question avant de déposer quoi que ce soit. Faites-vous cela pour la justice ou pour tourner la page? J'ai dit les deux. Mais au fond de moi, je ne savais même plus ce que signifiait tourner la page. Tout ce que je savais, c'est que je ne les laissais pas garder quoi que ce soit qui m'appartenait. Ni mon argent, ni mon nom, et certainement pas mon silence. À la 3e semaine, j'ai commencé à me sentir à nouveau comme une vraie personne. Je me réveillais sans cette sensation de serrement dans la poitrine, comme si j'étais en retard pour quelque chose que je ne voulais pas faire. J'avais trouvé un nouveau travail à temps partiel grâce à une collègue de ma tante. Travail de bureau, horaire régulier, personne ne criait. Je gardais mon téléphone en mode « ne pas déranger » la plupart du temps. Puis, de nulle part, j'ai reçu un message de mon frère. C'était court. On peut se voir? Je l'ai regardé longtemps. Si cela avait été de quelqu'un d'autre, je l'aurais bloqué sans ciller, mais quelque chose m'a dit de dire oui. Pas pour lui. Pour moi. Je lui ai dit que nous nous retrouverions dans un restaurant en bordure de ville. Terrain neutre. Je suis arrivée la première, me suis assise dans une banquette au fond et j'ai observé la porte. Quand il est entré, il avait l'air plus petit que dans mon souvenir. Le même sweat à capuche, la même posture avachie, mais il n'y avait pas d'arrogance cette fois. Il ne s'est même pas assis tout de suite. La première chose qu'il a dite n'était pas un salut. C'était « Papa s'effondre ». Il s'est assis et n'a pas mâché ses mots. Ma mère était partie, avait demandé le divorce, avait pris tout l'argent qu'elle pouvait rassembler et avait loué un petit appartement d'une pièce près de chez sa sœur. Mon père n'a pas combattu. Il a juste bu plus. A commencé à appeler de vieux amis à 2 heures du matin en divaguant. A manqué le travail. A reçu un avertissement. Puis il a dit quelque chose que je n'avais pas vu venir. Il pense que tu vas porter plainte. Je n'ai pas répondu. Il a continué. Il a dit que ma sœur avait essayé de demander une autre carte de crédit en utilisant mon nom à nouveau. D'une manière ou d'une autre, elle n'avait pas réalisé que les comptes étaient gelés. Elle a été signalée instantanément. Elle a paniqué et a quitté la ville sans le dire à personne. L'a bloqué, a bloqué notre mère, a juste disparu. Elle a dit que tu avais ruiné sa vie, a-t-il ajouté. J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. Puis il m'a regardé et a dit, avant, je pensais que tu étais dramatique, mais j'étais juste aveugle. Je ne voulais pas admettre que nous étions le problème. Je l'ai cru. Non pas parce que je le voulais, mais parce qu'il n'a rien demandé. Pas de pardon, pas de retrouvailles, juste de l'honnêteté. Nous sommes restés là 1 heure. Pas de cris, pas de reproches.
Je n'ai pas pleuré. Je ne lui ai pas dit qu'il me manquait. Je n'ai pas dit que je reviendrais un jour. J'ai juste dit, ne parle plus pour moi, jamais. Il a hoché la tête. Puis nous avons payé et sommes partis séparément. C'était la dernière fois que je le voyais. De retour à la maison, mon oncle m'attendait à la table de la cuisine. Il m'a demandé comment ça s'était passé. J'ai dit, civil, c'était suffisant pour lui. Puis il a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas non plus. Tu ne vas nulle part. Pas encore. Reste jusqu'au printemps. Économise plus. Ne te précipite pas pour louer une boîte juste pour te sentir indépendante. Tu as une maison ici. Sans contrainte. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma gorge. Non pas parce que j'avais besoin d'être sauvée, mais parce que pour la première fois, quelqu'un m'offrait un soutien sans laisse. J'ai passé le mois suivant à m'installer dans quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La stabilité. Pas de disputes. Pas de fausses excuses, pas d'argent pris, juste des dîners calmes, du linge qui n'était pas la responsabilité de quelqu'un d'autre, et une porte qui restait fermée à moins que je ne l'ouvre. Le dossier que nous avons envoyé aux autorités a déclenché une série d'événements. Mon père a perdu son emploi après qu'ils aient effectué une vérification des antécédents et découvert la plainte pour fraude. Personne ne m'a appelé pour demander grâce. Ma sœur n'a jamais refait surface. Ma mère a envoyé un message par l'intermédiaire de ma tante disant qu'elle recommençait à zéro et n'attendait pas de pardon. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin de tourner la page. J'avais la paix. À la fin du printemps, mes économies avaient augmenté. Les 21 000 € avec lesquels j'étais partie étaient devenus près de 30 000 €. J'avais des offres d'emploi, des amis qui ne connaissaient pas mon drame familial et un plan. J'ai visité un petit appartement près de la Seine. Il était lumineux, calme et avait assez de place pour un bureau et un canapé d'occasion. J'ai dit à mon oncle que j'y pensais. Il a dit, tu n'as rien à prouver à personne. Reste jusqu'à ce que tu sois prête à partir et que tu veuilles partir. Alors je suis restée un peu plus longtemps et chaque jour, je me réveillais en me souvenant d'une chose. Il pensait que j'étais la bonne.